présentation, non? Oui, oui. Si vous voulez, je vous présente. Oui. Bonsoir. Donc, nous recevons Monsieur Daniel Pellegras pour, je ne sais plus, c'est la combienième d'année, la quatrième année, pour donc le sujet, c'est donc Monsieur Pellegras est anthropologue et le sujet est le vrai, le faux. Donc là, cette fois-ci, ce sera un sujet un peu philosophique apparemment. Et ce qui serait bien, c'est que ce soit un débat aussi avec la salle. Et voilà, qu'il y ait comme ça des retours. Je pense que ça va se passer comme ça cette fois-ci. Voilà, à voir. Et puis on regardera aussi peut-être un film. Voilà. Bon, merci. Bonsoir. Donc, pourquoi un sujet comme ça? C'est parti de l'idée que j'avais proposé à Bourgoin, à la médiathèque de Bourgoin, de faire une intervention sur la fiction et le documentaire en cinéma. Donc c'est parti d'une idée de cinéma. Pour être plus complet dans la présentation, je fais des films, je suis anthropologue et je fais aussi des films documentaires, dont d'ailleurs une bonne partie sera disponible dans les 3 médiathèques d'ici, allez, on va dire janvier, donc une vingtaine de titres qui sont en prêt, en accès libre, en consultation, donc on en reparlera à ce moment-là. Donc on avait prévu cette intervention sur le thème de la fiction et du documentaire. Alors, elle aura lieu vendredi, donc pas un jeudi, mais vendredi prochain à 19h à Bourgoin-Jallieu, à la médiathèque. On se délocalise un petit peu. Mais ce que je vais essayer de faire là maintenant devant vous, d'improviser un peu, pas complètement improviser, mais d'initier, parce que je vais vous expliquer comment c'est devenu tout ça, c'est vraiment en introduction à un débat sur la fiction et le documentaire. J'en parlerai un petit peu de cinéma ce soir, mais je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine qu'on aura l'occasion de se demander qu'est-ce qui est vrai dans le documentaire et qu'est-ce qui est vrai dans la fiction, et inversement, où est le vrai, où est le faux, qu'est-ce qui est reconstitué, à quoi et à qui faut-il se fier. Alors, j'ai trouvé que cette expression « le vrai du faux » pouvait peut-être servir d'introduction. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai fait tatouer sur mes mains, comme Hate and Love de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Ça vous rappelle quelques souvenirs un peu frémissants. C'est pas vraiment tatoué, rassurez-vous, parce que j'ai pas ce courage-là. Enfin, en tout cas, pour juste une seule intervention, ça aurait été un peu exagéré, peut-être. Bon. Alors, il y a plusieurs idées autour de ça. Le thème de cette année était la démocratie. Alors, moi, il m'a semblé que montrer la méthode, donc je suis pas je suis menteur comme tout le monde, le vrai, le faux, bon, on est tous, je suis un peu philosophe comme tout le monde dans l'époque où on vit, et il faut l'être un peu, voire beaucoup, mais pas spécialement, donc je me suis dit, je vais m'attaquer à un sujet que je connais pas plus que le sens commun, c'est-à-dire les expressions qu'on connaît bien, etc. Et je vais voir comment on peut le creuser, et surtout essayer de donner mes méthodes, parce que l'université, c'est pas un savoir comme ça qu'on a, qui nous arrive d'un seul coup, c'est une méthode de travail avec des interrogations, avec des lectures, avec des problématiques. Et donc, ce que je vais tenter là devant vous ce soir, c'est de vous faire part de mon travail de recherche, qui n'est pas le travail de 20 ans de recherche. J'ai eu l'occasion de parler de mes sujets sahariens l'année dernière, où là, ben voilà, j'avais une vraie compétence. Là, simplement, c'est une compétence construite depuis les 2 ou 3 mois où je me suis fourré et fourvoyé dans cette thématique. Et donc, j'ai essayé de vous faire partager ma démarche. Ça pourrait aller plus loin, parce qu'on en parlait, c'est pas encore un projet, mais je dévoile un peu l'idée, c'est que, avec des méthodes de recherche, sans être un spécialiste très pointu d'un domaine, on pourrait imaginer que l'an prochain, bien sûr accompagné, moi je serais tout à fait partant pour le faire, dans le cadre d'ateliers, on puisse faire que l'une ou l'autre parmi vous vienne intervenir sur un sujet à cette place. Même s'il n'a pas écrit universitaire sur le front, qu'on puisse tenter quelque chose qui soit aussi, et peut-être même plus compétent, plus performant que quelqu'un qui vient raconter ce qu'il raconte à la fac ou parler de son expérience sous diverses formes.
on y reviendra, mais c'est pour situer un peu la démarche d'aujourd'hui. Donc j'y reviens, la démocratie, c'est de dire comment, c'est aussi de dire comment on a acquis un savoir et comment ce savoir peut se transférer, se transmettre, et surtout comment chacun de son côté peut en constituer un qui soit tout à fait fiable et qui puisse à nouveau s'échanger. Vous savez, la démocratie, c'est Athènes, et pour moi, le symbole de la démocratie, c'est l'alphabet, qui arrive à Athènes par le biais des Phéniciens. Les Phéniciens, ça a été un peu transformé, ça a été l'alphabet juif, l'alphabet arabe, tous les alphabets latins, bien sûr. Et puis les Grecs, les premiers se sont dit, il y a quatre signes qui ne servent à rien, qui ne servent pas à nous dans l'alphabet phénicien. Il est bien, on va l'adopter. Ce sont 4 signes qui ont une drôle de forme et ça pourrait bien nous rendre service. C'était tout simplement les voyelles. Le A, E, I, O, U, le Y, non, c'est pas sous cette forme-là. Et ils ont tout simplement, dans les signes grecs, entre les consonnes, mis des voyelles, de façon à ce que tout le monde puisse lire l'alphabet grec. Tous les gens qui savaient reconnaître les signes, bien sûr, en prononçant les voyelles, si vous avez quelques... Bon, pour parler de l'arabe que je maîtrise un petit peu, quand on écrit le livre, on écrit K-T-B. Or, seuls ceux qui savent que le livre, ça se prononce Ktab, savent qu'il y a un A ici. Si vous ne l'écrivez pas, vous allez prononcer Ktab, on va vous prendre pour un marteau ou quelqu'un de pas bien dans sa peau. Et donc, l'utilisation enfin de la voyelle permet à tout le monde de lire quelque chose, quelle que soit l'origine, et de s'exprimer. C'est le début de la démocratie. C'est plein d'autres lois, bien sûr, le fait d'être citoyen d'Athènes, d'ailleurs, il y en a qui étaient plus démocrates que d'autres à Athènes, et plus citoyens que d'autres, mais dans la mesure où chacun peut s'exprimer en lisant et faire entendre le son de ce qu'il lit, à partir de là, vous pouvez demander du pain chez le boulanger. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à Athènes, s'il y avait des boulangers, mais voilà. Donc c'est ça la démocratie. Mais pour rester sur cette notion de partager, de devenir expert, je voudrais vous donner quelques petites réflexions. Une de Khaled Benchir. Le spécialiste, c'est celui qui sait presque tout sur presque rien. Moi, je trouve que c'est très bien comme introduction. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. Sur la relativité, il y avait, je crois que c'est au XVIIe siècle, il y avait une expression qui était reprise. J'ai perdu la source, mais vous allez peut-être m'aider. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, c'était qui? C'était pas Montaigne, si? Non? Ça, vous l'avez déjà entendu? Bon. D'où la relativité. Ah bon, la relativité. Ben oui, mais la relativité, quand on passe le tunnel du Somport en train, et quand un objet tombe, on ne voit pas qu'il a Einstein, on voit pas qu'il a une trajectoire, parce qu'on est dans le tunnel. Alors la relativité, c'est très relatif. Là, on fait une petite balade là, en introduction. Pascal qui disait, le problème avec les menteurs, c'est qu'ils disent parfois la vérité. Vous voyez où je vous embarque là, si vous êtes trop perdu, vous m'arrêtez, je vais peut-être lire des textes, donc ça ira un peu vite. Et puis celui qu'on connaît tous, c'est les Crétois sont menteurs. Ça vous parle? Sauf que c'est un Crétois qui dit ça. Alors comment on se démerde avec? Eh ben, bon courage. Et puis Picasso, dans un film que je citerai peut-être tout à l'heure, qui s'appelle F comme F for Fake, qui veut dire vérité et mensonge, dans son Wells, Picasso qui dit l'art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité. Et ça, je trouve que c'est très joli. Et puis, j'y reviendrai beaucoup, c'est Umberto Eco qui a écrit un livre qui s'appelle La guerre du faux. C'est un clin d'œil avec la guerre du feu qui datait de quelques années avant. Voilà ce qu'il dit. Je n'ai pas marqué toutes les pages, mais il y a les numéros, ça devrait correspondre. C'est l'intro. Je considère de mon devoir politique d'inviter mes lecteurs à adopter face au discours quotidien un soupçon permanent dont certainement les sémioticiens professionnels saurait très bien parler, mais qui n'a pas besoin de compétences scientifiques pour être exercé. Plus loin, oui, non, vous avez droit à tout là. En somme, en écrivant ces textes, je me suis toujours senti tel un expert en anatomie comparée qui, certes, étudie et écrit de façon technique sur la structure des organismes vivants, mais qui, dans un journal, ne cherche pas à discuter les présupposés ou les conclusions de son propre travail et se limite à suggérer, par exemple, que chaque matin, il serait opportun de faire quelques exercices avec le cou en bougeant la tête d'abord de droite à gauche, 20 fois de suite, puis 20 fois de haut en bas pour remédier aux attaques de l'arthrose cervicale. L'intention de ce reportage social, comme on le voit, n'est pas que chaque lecteur devienne expert en anatomie, mais qu'il apprenne au moins à acquérir une certaine conscience critique de ses propres mouvements musculaires.
je vais un peu plus loin, ce recueil de textes accepte le risque que représente son titre français, La guerre du faux. Certes, presque tous ses écrits parlent de discours qui, d'une manière ou d'une autre, masquent quelque chose d'autre. Il parle de stratégie de l'illusion. Mais nous sommes tellement habitués à opposer le faux au vrai qu'en lisant ce titre, le lecteur sera incité à penser qu'on y parle de discours faux qui masquent la vérité des choses. Comme si en amont de ces analyses de discours faux, il y avait, rassurante et débonnaire, une métaphysique de la vérité. Eh bien, il n'en est rien. Ici, il est question de discours qui masquent d'autres discours, de discours qui croient dire A pour suggérer B, ou de discours qui croient dire A, mais qui en fait devaient être interprétés comme B. Ou encore de discours qui croient dire quelque chose et qui masquent leur propre inconsistance, leur propre contradiction ou leur propre impossibilité. Vous voyez que bon, c'est tortueux, comme dit Umberto Eco. On voit poindre un petit peu Descartes, hein, le doute. Hein, je n'affirmerai que ce que j'aurais pu vérifier un certain nombre de fois. Alors, dans ce trouble que j'espère avoir déjà un peu installé, je vais essayer de trouver au moins une référence solide et stable que j'ai apportée avec moi. Ça, c'est une vraie faux. Voilà. Vous pouvez venir toucher, elle est en métal, donc c'est déjà une évolution, mais voilà, c'est pas rien d'arriver à prouver que quelque chose est bien véritable. On fait du bruit, je vais pas m'amuser, mais je crois que ça coupe, enfin, elle est un peu vieillotte, mais voilà, c'est une vraie faux. Bon. Alors, je fais de l'Umberto Eco de Cartier, mais pourquoi pas. Et pas de Cartier pour Umberto Eco. Alors, bon, on entre un peu dans la philosophie, on va toucher un peu à l'histoire, à plein de domaines, parce qu'il a fallu que j'aille piocher un peu partout pour tenter de m'y retrouver. Je pense que, fondamentalement, le vrai et le faux, mais tout ce que je vais vous énumérer, et vous en aurez sans doute, vous direz tout à l'heure que j'en ai oublié, qu'il y en a d'autres qui vous sont venus à l'esprit, ce sont des complémentaires qui sont indispensables les uns aux autres. Alors, par exemple, bon, mauvais. Si je n'ai pas la notion du mauvais, je ne peux pas savoir ce qui est bon, et inversement. Homme-femme, bon, ne faites pas de lien bon, mauvais, homme-femme, hein, c'est arrivé comme ça, bien sûr. Salé, sucré, ce serait peut-être un peu mieux. Jour, nuit, noir, blanc, le beau, le laid, le jeune, le vieux, le doux, la mère, le dur, le tendre, le mort, le vif, la bourse ou la vie, je ne sais pas si ça marche, ça, on peut tenter. Gagné, perdu, droite, gauche, là, bon, on arrive, mais je crois qu'on y est depuis bientôt 5 ans, on arrive en période présidentielle, en période électorale, mais j'ai l'impression que ça ne s'est jamais arrêté. Moi, je suis à peu près convaincu que la droite a besoin de la gauche pour exister. Sinon, elle serait rien, elle ne serait pas la droite, elle serait quelque chose qui aurait des tendances vers la gauche et des tendances vers l'extrême droite. Donc la gauche, c'est rassurant, ça compense. Et inversement, la gauche a besoin de la droite, sinon il ne se passe plus rien. Sinon, c'est la dictature. Mais c'est un autre débat. Donc, nécessité d'une existence et d'une coexistence. La guerre, la paix, l'échec, la réussite. Alors, je me souviens, j'avais fait une série d'émissions avec France 3 qui s'appelait Réussite. C'était pour montrer les parcours des immigrés, parcours, on va dire, exemplaires. Quelqu'un m'avait dit, c'est quoi la réussite? J'ai dit tout simplement, c'est le contraire du sentiment, pas de l'échec, bien sûr, c'est ce qu'on dit là, mais le contraire du sentiment d'échec. Quand on dit j'ai tout raté, on ne dit pas j'ai réussi, on a le sentiment de ne pas avoir tout raté. C'est un peu différent, mais je crois que c'est intéressant. Le cuit, le cru, pour revenir à l'anthropologie, Lévi-Strauss, la guerre, la paix, je l'ai dit, échec, réussite. Et puis, quelque chose qui est en train, je disais que l'un avait besoin de l'autre dans les oppositions, le paradis et l'enfer. Depuis quand, même si vous n'êtes pas des adeptes de cette secte, depuis quand à l'Église on ne vous parle plus de l'enfer? Ça fait quelque temps déjà. On ne vous laisse plus d'aller brûler avec un diable qui vous pique le cul, là, comme ça. Bon. Et donc, il me semble que c'est la grande erreur de l'Église de supprimer la menace, parce que du coup, le paradis, c'est quoi si l'enfer n'existe pas? C'est les autres, d'accord, mais bon. Donc, vous y réfléchirez, je n'ai pas besoin de réponse, je ne l'ai pas en tout cas, et puis si vous y pensez d'ici tout à l'heure, ce serait bien. Il y a aussi l'être et le néant. Bon, qui ne se souvient pas de mardi, rien existait, c'était Jean-Paul Sartre, c'était nos rêves déjà déçus des années, des 18 ans. Alors, bon, ces oppositions, on va y revenir tout à l'heure, le juste et l'injuste, bon, il y en a sans doute encore plein qui ne me sont pas venus à l'esprit. Je vais vous citer, là je vous donnerai les références des bouquins que j'ai utilisés, mais si vous les notez, il y a 2 livres que je n'ai pas pu récupérer, mais qui sont au moins le début d'une longue bibliographie sur le vrai et le faux. Il y a donc le vrai et le faux,
essai d'ontologie topologique de Pascal Jérôme. Vous noterez, puis vous... Comment vous faites pour... Vous notez les titres pour... Bon, vous voyez avec la médiathèque. C'est chez l'Harmattan, 2002. Et Passeport pour le vrai et le faux, Françoise Remeau, 2005, j'ai pas l'éditeur. Bon. Donc, de littérature sur le vrai et le faux, il y a eu des colloques, ça nous emmène dans très très loin, anthropologie, sociologie, encore une fois, philosophie, et j'en passe. Alors, j'ai essayé une petite classification, là, donc à nouveau, on échappe un peu de la philosophie, mais elle est toujours présente. Dans l'information, vous vous souvenez, vous ne l'avez peut-être pas vu, moi je n'avais pas assisté à ce truc, mais